Bonsoir à tous, Bonsoir. ravi de vous retrouver ce soir. Depuis dimanche, un documentaire diffusé sur M6 intitulé Ni fille ni garçon, la révolution du genre fait beaucoup parler. Éric Zemmour. Il s'appuyait notamment sur les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOP en novembre 2020, un sondage selon lequel 22% des 18-30 ans disent ne pas se reconnaître dans les deux catégories de genre, hommes ou femmes. Éric Zemmour, comment expliquer ce phénomène de société au sein des jeunes générations? Alors, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont les idées qui mènent le monde. Je rabâche un peu, c'est-à-dire que je pense sincèrement que le combat est d'abord celui des idées et que ce sont les idées qui déterminent les comportements ensuite dans la société. Ce qu'on appelle phénomène de société, pour moi, c'est d'abord en amont un phénomène intellectuel, idéologique, qui va provoquer le phénomène de société. J'ai une très jolie phrase de Lénine qui s'y connaissait en propagande et qui disait « Faites-leur avaler le mot, ils avaleront la chose ». Et je pense que c'est exactement ce que nous avons vécu depuis une quarantaine d'années, depuis les années 70, c'est-à-dire que depuis que les théories de la déconstruction ont pris le pouvoir dans les universités et qu'elles n'ont cessé, vous savez, c'est les fameuses théories françaises, Deleuze, Guattari, etc., qui sont parties dans les campus américains et qui nous sont revenus des campus américains et qui voulaient déconstruire, selon l'expression consacrée, toutes les structures collectives traditionnelles, c'est-à-dire l'État, la nation, les églises, les syndicats, la famille et le sexe. Et donc on a commencé à dire il faut déconstruire le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin ne sont pas naturels. L'homme et la femme est une construction sociale. Il faut déconstruire ça. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a que des constructions sociales, des ressentis sociaux. Tout part de là. Alors évidemment, avant... À peu près quand, ça? Avant, ça c'est les années 70-80. Et puis, le mouvement, évidemment, se prolonge. Ça part des universités. Vous savez, le schéma classique qu'avait élaboré en son temps Régis Debray, de la diffusion des idées. Université, médias, société. Voilà, ça a fonctionné de cette façon. Et à partir du moment où on a commencé à dire il y a des genres, et non pas il y a des sexes, le ver était dans le fruit. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a toujours eu des hommes qui n'étaient pas très virils, des femmes qui étaient, au contraire, pas très féminines, ça a toujours existé. Dans Flaubert, on parle de femmes homas. Dans tous les romans, on parle d'hommes efféminés. Dans Proust, on parle des invertis. Enfin, tout ça est vieux comme le monde. Sans parler de César. Qui était à tous les hommes et à toutes les femmes. Oui, je connais mes classiques avec Marc. Non, mais vous voyez, c'est vieux comme le monde, cette histoire. Évidemment, la différence, c'est le discours sur un phénomène vieux comme le monde, qui, lui, n'est pas vieux comme le monde. Vous voyez, c'est ça qui est quelque chose d'absolument fondamental. À partir du moment où, je disais donc, on dit il y a des genres et non plus des sexes, où on dit tout est social et non pas biologique, parce que là aussi, vous allez me dire... Évidemment que les sexes masculins et féminins sont le produit aussi de représentations sociales. Tout le monde le sait. Pascal, il y a 4 siècles, disait déjà « Je crains que ce qu'on appelle nature ne soit déjà une coutume, comme la coutume est une seconde nature. » Pas besoin de théorie du genre, pas besoin de grands cinémas sur les représentations sexuelles. Tout le monde le sait. La différence... La grande différence, c'est qu'auparavant, le social venait se fonder sur le biologique et venait renforcer le biologique, venait raffiner le biologique, mais qu'il ne le niait pas. Alors qu'aujourd'hui, avec les fameuses théories du genre, etc., on le nie et on considère qu'il n'y a rien de biologique, que tout est social. Deuxième chose, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a pris une méthode très simple. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. On prend un cas. Pas besoin de 10, pas besoin de 100. C'est comme vous savez, c'est comme au bonneto. Un cas. Et on dit, regardez,
Celui-là, il se sent pas homme, celle-là, elle se sent pas femme, ou elle souffre dans son corps d'homme, ou il souffre dans son corps de femme, vous voyez. Et on prend un cas pour lequel d'ailleurs c'est vrai, et que les gens souffrent vraiment, et qu'il y a une vraie, vous voyez, oui, ça existe toujours, oui. Mais parce qu'on trouve toujours, dans la nature, il y a toujours tout. Donc on trouve. Et qu'est-ce qu'on fait? On généralise ce cas. Et on dit, toute la société doit s'adapter à ce cas. Deuxième méthode. Vous voyez, déconstruction et méthode de la généralisation de l'exception. Ce n'est plus l'exception qui doit s'adapter à la généralité, à ce qu'on appelle la norme. C'est pour ça qu'on l'appelle la norme. C'est pas parce que c'est pas un regard moral, c'est simplement que c'est l'énorme majorité. Et donc on a pris l'habitude d'appeler ça la norme, normale. Tout ça, ça n'a rien au départ de moral, vous voyez. Mais pendant des millénaires, l'exception s'est adaptée au général, à la norme, pour que, comme disait Pascal, la paix civile fût qui est le bien commun. C'est-à-dire que, pour que les sociétés soient cohérentes. Aujourd'hui, comme on veut déconstruire les sociétés pour mieux les détruire, on verra après qui a intérêt à tout ça, hein, mais voyons d'abord dans le royaume des idées. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la généralité, la norme, à s'adapter à l'exception, à l'individu. Et à partir de là, évidemment, tout est possible. Et tout est, et j'allais dire, on peut tout détruire. Et c'est exactement ce qu'on fait. Troisième élément de ce canevas, c'est que des troubles dans la sexualité, le rapport à soi-même, c'est universel. Ça s'appelle l'adolescence. Ça s'appelle tout simplement l'adolescence. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on ne sait pas si on a un garçon ou si c'est une fille, qu'est-ce qu'on est exactement, quel est notre type de sexualité, comment on doit se comporter avec l'autre sexe, Ça s'appelle l'adolescence. C'est un trouble normal. Et ce qui est normal, c'est d'en sortir. Ça s'appelle devenir adulte. Or, nos sociétés trop riches et trop pacifiques, grâce à Dieu, quel est l'effet pervers de ça? C'est qu'on a voulu pérenniser cet état d'adolescence. On est rentré dans ce que certains appellent l'adolescentrisme. Et donc tout le monde veut être un adolescent éternel, nous tous. Et l'adolescence, qu'est-ce que c'est? Ce que je viens de dire, c'est le trouble. Et donc on ne veut jamais sortir du trouble. Et donc nos sociétés sont organisées pour déifier ce trouble, pour le pérenniser, pour le glorifier. Et évidemment, ça a un effet sur les gens. Et surtout sur les jeunes. Parce que justement, ils sont dans l'époque où il y a ce trouble. Et comme le monde des adultes ne leur dit plus, comme avant, ne pleure pas, tu es un garçon, ou ne te comporte pas comme ça, tu es une fille. Au contraire, que le monde des adultes leur dit « Ah, mais oui, il y a un trouble, il faut absolument tenir compte de ce trouble », eh bien, le trouble gagne. Allez-y. Voilà, on a beaucoup de questions. Allez-y, je vous en prie. Qui est-ce a intérêt à entretenir le trouble sur le genre? À qui cela profite-t-il? Alors là, effectivement, après comment et quoi, la question suivante, c'est qui? Et on a de multiples personnes en vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à tout ça. J'ai dit d'abord, ça a commencé par une théorie, tout simplement, la fameuse French Theory de Deleuze, Guattari, etc. Mais après, il y a d'abord les groupes militants féministes et homosexuels. Ça commence par une alliance pour détruire le fameux patriarcat, le fameux horrible patriarcat de l'homme hétérosexuel. Et donc on salit toutes les minorités qui se sentent persécutées et dominées en tout cas par l'horrible patriarcat, salit pour évidemment saper les fondements de la société et montrer que les minorités existent aussi et doivent avoir le droit à la parole. Et nous avons effectivement une alliance entre tous ces groupes minoritaires qui passent leur temps à utiliser la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend des cas réduits, ultra-minoritaires, et on en fait des normes générales qu'on glorifie et qu'on impose à la majorité silencieuse et le plus souvent apathique. Vous voyez, ça c'est une méthode et ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a les médias. Évidemment, les médias sont complices de ça. D'abord pour faire des audiences, parce qu'il y a des histoires croustillantes à raconter, et parce que souvent, dans les médias,
de nombreuses personnes sont membres, ou en tout cas alliés, de ces groupes minoritaires. Et puis, il y a les marchands, les médecins, les cliniques. J'ai lu que les gender cliniques aux États-Unis, en une dizaine d'années, étaient passés en 2007. J'ai noté, mais si je dis une bêtise, je vérifierai moi-même. Il y en avait 2 en 2007. Il y en a 50. Voilà. On a les mêmes chiffres, on a noté les mêmes points. Voilà. Vous voyez, là, il y a de l'argent derrière. Hein. Ça rapporte toutes ces opérations. Bon. En France, c'est pareil. Je ne connais pas les chiffres, mais je sais que ça se démultiplie d'année en année. Il y a des gens qui ramassent beaucoup d'argent. C'est un business formidable. Ensuite, il y a plus globalement, vous savez, je vous cite toujours Jean-Claude Michéa et sa fameuse analyse sur l'alliance entre le marché, entre le libéralisme et les libertaires. Oui, le marché a intérêt à avoir des sociétés déstructurées, avec des individus qui ne sont jamais en groupe. Parce que, évidemment, ça fait des bons consommateurs, tout ça. Tout ça, là, il y a des consommations. Il faut consommer. Plus on divise, plus on subdivise la société en organismes et en individus, et plus on peut leur vendre des choses différentes. Donc là, il y a une alliance. Il y a une alliance idéologique et il y a une alliance commerciale. Parce que tout ça est un business formidable. Les business des opérations de changement de sexe ou les opérations d'enfants qu'on fait faire en Inde, etc., les PMA, les GPA, etc. Tout ça, c'est un business formidable. Il y a beaucoup d'argent. Il ne faut jamais cesser de le dire. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, une alliance, exactement comme dans les livres de Michéa, entre les minorités dont je vous ai parlé tout à l'heure, mouvement homosexuel, et le business derrière. Et chacun joue son rôle. Et chacun est allié pour façonner cette nouvelle société qu'on nous présente comme le Graal suprême et le comble du progrès. Honteux. Est-ce que les réseaux sociaux n'accélèrent pas cette tendance? Bien sûr que les réseaux sociaux accélèrent, mais moi, je n'ai pas l'habitude de taper sur les réseaux sociaux pour ça. C'est-à-dire que oui, les réseaux sociaux accélèrent, mais bon, il ne faut pas confondre le moyen et la cause. Oui, vous avez raison, ça accélère, ça aggrave. Comme la télévision accélérée jadis, oui, vous avez raison. Ça veut dire que c'est un intrus en plus du parent. Mais ce n'est pas ça le sujet, vous comprenez? Le sujet, c'est la propagande, les moyens, aussi les intérêts derrière. Vous voyez, il y a tout cet ensemble-là qui fait ce qu'on fait aujourd'hui et les chiffres terrifiants que vous avez donnés. Et puis, je voudrais dire une dernière chose, c'est que, en fait, il y a des gens qui ont intérêt à ce que nos sociétés occidentales soient complètement, déconstruites comme ça et déstabilisées n'est pas. Vous savez, quand les communistes voulaient fédérer la lutte révolutionnaire des classes populaires, ils étaient très puritains. Il y avait les hommes et les femmes. Il n'y avait pas... on chassait l'homosexuel. Je ne suis pas favorable à ça, mais c'est pour vous dire que il faut savoir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut glorifier le nombrilisme individualiste ou est-ce qu'on veut glorifier la nation, le collectif, la patrie, voyez, et la grandeur du pays? C'est deux types de sociétés qui n'ont rien à voir. Et il y a des gens, en particulier à l'extérieur, qui sont très contents de ce qu'ils assimilent, en partie légitimement, comme la décadence de l'Occident. Vous voyez, il y a des sociétés à l'extérieur qui nous regardent et qui disent vraiment l'Europe, c'est fini. L'Occident, puisqu'il y a l'Amérique avec, c'est fini. Et ils sont décadents, c'est terminé. On va pouvoir les liquider. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents dans les pays étrangers et dans les civilisations étrangères et qui nous regardent avec un mélange de mépris et de pitié. Merci beaucoup. On fait un petit tour de table. Éric de Rilmaten, Dimitri, Marc. Ouais, écoutez, je rejoins beaucoup de vos points. Simplement, est-ce que c'est pas un peu un phénomène passager comme il y en a eu dans le passé où c'était la mode un peu de se rebeller, d'être contre ses parents? Parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est une question d'éducation et de culture. Ça plairait à Marc Menant. Je pense que le jour où les parents lâchent prise, et on le voit bien, s'il n'y a plus de cadre familial, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, j'étais un peu choqué comme vous quand j'ai vu à la télévision ce jeune, je me souviens plus du nom, cet enfant, mais même plus, qui avait gagné un concours de musique, Bial, je ne sais
plus comment il s'appelait. Ah, ça c'est autre chose. Moi je parlais de l'enfant... Ni garçon, ni fille. Donc est-ce que c'est pas un phénomène de mode de dire, ah ben, on s'identifie à ces personnes qui ne sont ni hommes ni femmes. Et je reviens plus en arrière, le rôle aussi des pédopsychiatres ou des pédiatres, qui, moi j'ai lu un bouquin disant, ah ben, il faut plus que les garçons jouent aux petites voitures, il faut plus que les filles jouent à la poupée. Ça, j'avais été choqué comme c'est pas possible. Moi j'ai une fille, je suis ravi qu'elle joue à la poupée, je vais pas... Quelque chose qui serait commencé avec Polnareff. Donc c'est une question peut-être de culture et d'éducation. Je pense pas que ça soit une mode qui va passer, parce que je pense au contraire que c'est une longue évolution. On a connu, nous, dans les années 70, ça a commencé avec ces chanteurs qui étaient androgynes, avec David Bowie qui se grimait en fille. Ça a commencé comme ça, et ça finit aujourd'hui avec les transsexuels. Donc il y a une évolution, au contraire. Je ne pense pas que ça soit un effet de mode, c'est un continuum. Et deuxièmement, je pense effectivement que vous avez tout à fait raison. En fait, il y a ce qu'on appelle des stéréotypes. Stéréotypes masculins et stéréotypes féminins. Et je pense que justement, la seule façon de lutter contre cette évolution, si on veut lutter, moi je pense qu'il faut lutter, c'est combattre idéologiquement ces gens en défendant les stéréotypes. Je pense que les stéréotypes, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la sagesse humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a des préjugés. Les préjugés ne sont pas mal en soi. Il faut s'en méfier parce qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas, salir quelqu'un, être intolérant vis-à-vis de quelqu'un de différent. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Ça, c'est une attention qu'on pouvait avoir légitimement dans une société cohérente et unifiée. Aujourd'hui, on a une société complètement déconstruite et complètement déstabilisée. Donc nous devons au contraire retrouver l'utilité des stéréotypes et des préjugés. C'est le produit de la sagesse millénaire des hommes. Ce n'est pas un hasard. Ce mélange entre biologie et social, ça a une grande légitimité. Comme disait Burke ou Barès, il faut chérir les préjugés. C'est ce qu'ils nous ont fait. Alors je dis, il faut s'en méfier, il faut les nuancer, mais il faut les chérir. Et parce que nous sommes aujourd'hui à une époque où on les a détruits au bazooka. Et je pense que le produit de notre situation, c'est qu'on a voulu et qu'on a diabolisé tous les stéréotypes et tous les préjugés. Je pense qu'il faut faire leur éloge. Donc c'est votre solution pour justement faire face, ne pas accepter. Oui, mais faire et face une vraie lutte à l'université. Moi, je serais prêt pour supprimer les départements de théorie du genre qui n'ont aucun intérêt en vérité. C'est vraiment... moi, je ne vois pas l'intérêt de ces départements. Ils se sont répandus. Ils deviennent maintenant la mode. Alors là, on peut parler de mode. Ils font pression sur les départements de culture traditionnelle avec une pratique presque terroriste. Je pense qu'il n'y a aucun cadeau à faire à ces gens. C'est une vraie guerre idéologique. Il serait temps qu'on se réveille. Ou l'écriture inclusive.